Bonjour à tous et bienvenue sur la Banque Postale Asset Management Télévision. Beaucoup de volatilité sur les marchés actions ces dernières semaines, beaucoup d'incertitudes. Alors comment analyser le contexte actuel? On voit cela en détail avec Rachid Medjaoui. Rachid, bonjour. Bonjour. Alors à la surprise générale, on a une crise politique en Italie. Est-ce que ça risque de dégénérer en quelque sorte en crise dans toute la zone euro? La situation est très sérieuse puisque vous venez de le dire, effectivement, l'Italie est pour le moment ingouvernable puisqu'il n'y a pas de, à l'issue de ces élections, il n'y a pas de majorité claire, en tout cas au Parlement oui, mais pas au Sénat. Cela étant, même si nous restons très vigilants, nous ne pensons pas que cette situation italienne puisse dégénérer en crise de la zone euro comme les événements qu'on a connus en 2010, 2011, voire en 2012. Et le parallèle avec la Grèce notamment, où on avait eu également un blocage politique, nous paraît pour le moment exagéré. Mais l'Italie, c'est tout de même la troisième puissance économique de la zone euro. Si elle devient ingouvernable, la zone euro perd son troisième pilier en quelque sorte. Alors, encore une fois, c'est une situation très sérieuse, mais n'oublions pas, l'Italie n'est pas en crise budgétaire. Même si son niveau de dette est très élevé, il faut savoir que le déficit budgétaire italien a été meilleur que prévu, en dessous de 3% en 2012, que l'Italie, hors paiement d'intérêts, a un excédent, donc ça c'est important. Par ailleurs, et ça a été le tournant de 2012, on ne le répétera jamais assez, en 2012, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place pour justement, le cas échéant, pouvoir sécuriser ou aider les pays en difficulté. Je vous les rappelle, hein, c'est ce fameux dispositif de la BCE, l'OMT, l'EMES et d'autres dispositifs. Donc oui, c'est sérieux, mais non, normalement, ça ne doit pas dégénérer en crise de la zone euro. Tout de même, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Alors, ces incertitudes, elles vont durer combien de temps? Alors, ça va durer au moins, je dirais, jusqu'à fin avril, fin mai, avec un premier rendez-vous qui va être à peu près vers la fin mars, 4e, ou en tout cas fin mars. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que le Parlement va être installé, que le président de la République italien va nommer le président du Conseil, le Premier ministre, donc ça sera normalement M. Bersani, même s'il n'a pas de majorité, il est quand même en tête au Parlement. M. Bersani va essayer de former un gouvernement et c'est là que les choses vont devenir un peu compliquées. Bon, alors, il faut faire attention avec les subtilités des institutions italiennes, mais il semble qu'il y ait 3 scénarios possibles qui se dégagent pour former ce gouvernement. Le premier, ce serait un gouvernement de projet, c'est-à-dire il va essayer de faire une alliance avec ce fameux mouvement Cinque Stelle, le mouvement des 5 étoiles, qui est la grande surprise, qui n'est pas un parti politique, mais qui est simple un mouvement. Donc ils peuvent s'entendre sur un certain nombre de lois qu'ils voteraient ensemble. Le deuxième scénario, c'est la fameuse grande coalition entre la gauche et puis le parti de M. Berlusconi. Mais bon, voilà, on se demande sur quoi il serait d'accord. Et puis enfin, et puis peut-être le scénario qui serait le moins négatif, on va pas dire positif, ça serait de nouveau un gouvernement technique, comme c'est le cas actuel. Simplement, il faudrait remplacer M. Monti, puisqu'il a été sèchement battu, donc peu probable qu'on lui redonne les rênes du gouvernement. Et on pense notamment, parce que des M. Monti, ils en ont beaucoup en Italie, ça c'est une de leurs grandes chances, on pense notamment à M. Amato, qui a une très grande crédibilité, et qui pourrait prendre. Alors, le meilleur, ce serait M. Draghi, bien entendu, mais M. Draghi, il est déjà pris. Donc voilà, donc une incertitude, juste, au moins sur le mois de mars, et certainement sur le deuxième trimestre, avec un objectif, si je peux me permettre, ça sera d'éviter, coûte que coûte, de nouveau des élections à court terme, parce que là, les marchés repartiraient sur des interrogations quand même assez négatives. Donc finalement, le mois de mars va être très chargé d'un point de vue politique, surtout qu'aux États-Unis aussi, il y a des échéances, puisqu'il va falloir trouver une solution sur le budget. Alors effectivement, avec là aussi 2 dates. Une première date, 1er mars, s'ils ne trouvent pas d'accord, je dirais que le risque de déclenchement d'une guerre budgétaire aux États-Unis va devenir assez important. Et puis surtout, la date à retenir, c'est le 27 mars. Pourquoi? Parce que techniquement, le gouvernement américain, le gouvernement fédéral, pardon, peut fonctionner jusqu'au 27 mars sans accord. Au-delà, s'il n'y a pas accord, il est obligé de commencer à fermer un certain nombre d'administrations, de baisser les salaires, et donc de commencer à faire des coupes budgétaires. Bon, encore une fois, là aussi, l'incertitude est très grande. Nous pensons que, in fine,
ils vont se mettre d'accord, non pas de manière définitive, mais là aussi, techniquement, ils ont les moyens de repousser la date butoir sur encore un certain nombre de mois, en se mettant d'accord sur des demi-mesures, donc des baisses de dépenses limitées et des hausses d'impôts limitées, ce qui satisferont à la fois les démocrates et les républicains. Mais là aussi, comme sur l'Italie, il est probable que cet épisode continue au moins sur le deuxième trimestre. Donc, on le voit, vous l'avez redit, de l'incertitude finalement de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut devenir inquiet sur les marchés? Écoutez, les marchés, comme vous le savez, avaient beaucoup monté en fin d'année, enfin sur la seconde partie de 2012. Pour le marché américain, cette hausse a continué de manière assez forte, hein, puisqu'on a battu des records, notamment sur le Dow Jones là, depuis le début de l'année. Donc, des consolidations. Il y en a eu, bien entendu, lors de l'annonce de cette crise italienne, mais les marchés sont revenus assez rapidement, somme toute. Donc des consolidations sont possibles et les catalyseurs, on les voit bien, hein, c'est ces événements politiques. Cela étant, là aussi, nous restons plutôt constructifs pour au moins deux raisons. La première raison, ceux qui font et qui vont encore faire les marchés financiers pendant un certain temps, ce ne sont pas les politiques, mais les banquiers sont trop. Or là, je dirais, le discours est très clair, il n'y a pas d'incertitude. La Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, tous sont sur le même créneau. Les vannes de la liquidité vont rester ouverts encore un certain temps. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que le soutien en termes de liquidité, la liquidité abondante va être un catalyseur important pour les marchés. Et puis, deuxième chose, on n'en parle pas beaucoup à cause notamment de cette crise italienne, c'est que pendant ce temps-là, la macroéconomie continue son amélioration progressive avec des chiffres américains, emploi, investissement, immobilier qui ressortent plutôt meilleurs que prévu. Et on voit bien que si la situation budgétaire aux États-Unis, par chance, s'il arrive à trouver un accord, on a une base pour une accélération assez importante de l'économie américaine. Et puis, dans les zones émergentes, là aussi, les chiffres chinois, et pas simplement chinois, mais tout en Asie, surprennent là aussi assez positivement. Et même en Europe, la situation est très disparate, malheureusement. Mais si vous prenez un pays comme l'Allemagne, les indications, après la baisse du PIB au quatrième trimestre, les indicateurs avancés semblent se retourner. Donc ces deux éléments nous permettent de dire oui, consolidation peut-être, mais les marchés doivent pouvoir continuer. Alors, sauf bien entendu, événements encore plus graves que ceux qu'on vient de connaître. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites sur les marchés actions, justement? Écoutez, voilà, nous, on reste plutôt, selon les fonds, bien entendu, plutôt surpondérés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité, même si le prix de l'assurance a un peu augmenté avec la hausse de la volatilité, on a quand même... on en avait déjà, mais on en a un peu renforcé, à acheter un certain nombre de protections au cas où on aurait un scénario qui dégénère. Mais le maître mot, c'est qu'on est plutôt surpondéré avec... En termes d'allocation géographique, cette fois-ci, une certaine rotation. Nous mettons les émergents devant. Nous considérons qu'il y a sur un certain nombre de pays, notamment asiatiques, on était déjà assez positif, mais on les met plutôt devant. L'Europe reste bien positionnée, avec cette fois-ci, par contre, un équilibre entre, je dirais, la zone euro et le Royaume-Uni, pour faire simple, parce que le Royaume-Uni est un marché qui nous paraît être défensif, alors couvert en risque de change, parce que sur la livre sterling, nous restons plutôt négatifs. Et puis, nous mettons le Japon. Nous prenons nos profits, parce que les performances en juste étaient spectaculaires, mais ça reste toujours notre marché joker. Et les États-Unis sont en queue de peloton, non pas que nous sommes négatifs, mais comme à court terme, il nous semble qu'il y a plus de valeur sur ces marchés-là. Et maintenant, sur l'obligataire, notamment sur les emprunts d'État, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vendu vos obligations italiennes? Alors, vous avez raison, on a pris une partie de nos profits, même si on les a fait à un cours un peu plus bas à cause de ce qui s'est passé en Italie, mais c'était des positions que nous avions accumulées depuis déjà plusieurs mois, donc sur lesquelles les profits étaient tout à fait significatifs. Donc, on a effectivement réduit nos positions sur l'Italie. On reste correctement investi sur les obligations à court terme, c'est-à-dire jusqu'à 2 ans, parce que là, clairement, il me semble que pour nous, il n'y a pas de risque. Il y a toujours l'ombre de la BCE qui est là au cas où. En revanche, on est passé plutôt légèrement sous-pondéré, transitoirement, sur le 5 ans ou le 10 ans, parce que, compte tenu des incertitudes, il n'est pas impossible que les taux italiens qui se sont tendus d'un demi-point continuent encore de se tendre d'environ un demi-point. En revanche, vous voyez, un pays comme sur l'Espagne, là aussi, on est correctement investi jusqu'à 5 ans. Et puis, un pays qu'on aime bien, nous, qui n'est pas un pays du Sud, mais qui est un pays qui était en crise et qui revient très fort, c'est l'Irlande, sur lequel nous sommes plutôt surpondérés. Et est-ce que cet environnement affecte aussi les obligations privées? Écoutez, oui, parce que dans notre pari positif, encore, comme vous le savez, sur les obligations crédit privées, il y avait
un certain nombre de paris sur des obligations italiennes en particulier. Alors, nous avions là aussi, avec un peu de chance, réduit la voilure en anticipation notamment de ces incertitudes, même si nous avons été surpris par le résultat de ces élections quand même. Mais on reste là aussi plutôt constructif parce que on a des rendements en absolu qui sont attractifs. Et donc, il faudrait avoir un scénario de crise en zone euro où les taux, les spreads, les fameux écarts de ces obligations des pays du Sud augmenteraient fortement pour qu'on soit perdant. Donc là aussi, tactiquement, on va chercher plutôt des points d'entrée plutôt que des points de sortie. Et maintenant, dernière question sur l'échange. Beaucoup de volatilité là encore. Est-ce que vous avez changé vos positions ? Ah, écoutez, oui sur le yen, vous savez que nous étions très négatifs depuis plusieurs mois, donc là on est redevenu plutôt neutre tactiquement à court terme parce que la baisse du yen a juste été très forte. Donc on vient enfin d'avoir le nom du nouveau patron de la Banque centrale du Japon. On va voir ce qu'il va dire. Il va faire une sorte de conférence début avril. Donc pour nous, il faut pas mal d'attentes sur l'action, notamment de création monétaire de la Banque du Japon. Donc on préfère prendre nos profits et redevenir plutôt neutre. Sur le dollar a fortement bénéficié de cette crise en Italie, puisqu'il a fortement remonté contre l'euro. Donc le thème de la guerre d'échange a un peu diminué. Donc nous sommes neutres à court terme parce que, encore une fois, on aurait toutes les raisons de devenir positifs contre le dollar, mais on pense que les Américains ne laisseront pas leur devise monter très fortement à court terme. En revanche, on reste négatif sur le sterling, je disais. Oui. La situation empire, c'est qu'ils ont perdu leur AAA récemment, mais au-delà de ça, il y a d'autres facteurs beaucoup plus négatifs. On reste négatif sur le franc suisse parce que la Banque centrale ne veut pas que le franc suisse monte. Et puis globalement, sur les autres devises, on aime bien notamment des devises comme la devise canadienne en particulier. Rachid, merci. Merci à vous. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi ce décryptage de l'actualité économique et financière et on se donne rendez-vous le mois prochain.